sais pas ce qui vous a inspiré l'idée de me faire intervenir après une discussion sur la gouvernance, mais je voudrais commencer par dire, et peut-être en préambule, et merci à Marie Guillemot d'avoir rappelé le statut de pionnier de Danone sur un certain nombre de ces sujets. Commencer par dire en préambule que l'accident de gouvernance de Danone n'a absolument rien à voir avec son statut d'entreprise à mission. Je pense qu'il faut que ce soit très très clair pour que ce sujet très important d'entreprise à mission continue à être porté sans crainte injustifiée par ceux qui souhaiteraient le mettre en œuvre. Donc il y a eu un accident, il faut désincarcérer le passager entreprise à mission du véhicule Danone dont la remise en marche est un autre sujet et pas pour aujourd'hui. Ce point est important parce que, au fond, ce statut d'entreprise à mission, il a été porté évidemment par une équipe, par un conseil, par des salariés. La quasi-unanimité de nos salariés pousse pour Bicorp depuis des années et des années. Mais aussi, et désormais, il y a moins d'un an, le vote par 99% de nos actionnaires de ce statut. Donc, ça n'est en rien un sujet d'actionnaire, il ne faut pas se tromper. Et au demeurant, je dirais, le statut d'entreprise à mission a joué un rôle d'amortisseur et de stabilisateur dans ce qui s'est passé. On peut même se dire que si une entreprise à mission traverse une crise comme celle que Danone a traversée au cours des 12 derniers mois, le Covid, des catégories beaucoup plus impactées que d'autres dans l'agroalimentaire, un cours de bourse en chute, un conseil qui s'étale dans la presse et qui dysfonctionne, un CEO qui disparaît, en tout cas va faire autre chose, et que tout ça se passe au milieu d'un plan de transformation massif pour adapter l'entreprise à l'avenir, un plan nécessaire, et que l'entreprise reste une entreprise à mission, c'est que c'est un modèle robuste. Il faut voir ça comme un bench test absolument extraordinaire, et je me réjouis du fait que cette entreprise, et le conseil d'ailleurs est confirmé évidemment, son engagement sur le statut d'entreprise à mission. Au demeurant, le comité de mission a joué un vrai rôle de stabilisateur aussi. C'est anecdotique, mais en même temps, quand on regarde ce que d'autres législations ont prévu, en particulier aux États-Unis, le législateur, lorsqu'en 2015-2016 ont été créés les statuts de Public Benefit Corporation, que Danone a d'ailleurs adopté à l'occasion de l'acquisition de WhiteWave en 2017, le législateur avait, dans les attendus de la loi, prévu le fait que ce statut serve à créer une continuité dans l'activité, la feuille de route stratégique de l'entreprise, même en cas de changement de leadership. Donc je crois vraiment qu'il faut regarder ce statut comme justement la capacité à imprimer du temps long dans des mouvements qui par ailleurs sont des mouvements avec des dynamiques humaines, systémiques, etc., qui sont plus volatiles. Deuxième point que je voudrais mentionner en préambule, c'est le rôle des activistes. Les activistes, je l'ai dit d'ailleurs, je me suis exprimé dans la presse depuis plusieurs mois là-dessus, les activistes, il y en a, il y en aura toujours, ça fait partie de la vie au moins des grandes entreprises, on va dire. Savoir s'ils sont utiles ou pas utiles, on peut toujours en débattre. Moi, je pense personnellement qu'ils sont utiles. Il est nécessaire d'avoir d'une façon ou d'une autre des contre-pouvoirs, des alertes, des poils à gratter, on appelle ça comme on veut, éviter de rester entre soi et se remettre en cause. Or, dans des grandes entreprises, il y a forcément des angles morts, on en a tous. Et cet activisme, qu'il soit social, qu'il soit de la société civile, des consommateurs parfois, ou même des actionnaires, je crois fondamentalement que c'est une question de vitalité de l'économie, et c'est donc important. D'une certaine façon d'ailleurs, ce sont les seuls qui prennent complètement à bras-le-corps leur responsabilité d'actionnaire, puisqu'ils votent, ils parlent, ils s'agitent, ils discutent, ils veulent des places au conseil, etc. etc. Ce qui, dans un statut de société anonyme, est finalement quelque chose que je ne crois pas qu'il faille négliger. Après, il y en a des bons et des mauvais. On a connu récemment, j'ai connu personnellement, des activistes de pacotille, mais il y en a des sérieux. Et quand on voit ce qui se passe dans certaines très grandes entreprises aujourd'hui, je ne crois pas qu'il faille négliger ce facteur. En revanche, il faut se poser la question de savoir si le sujet, c'est de mettre une carapace autour de l'entreprise et de son conseil, ou s'il faut lui construire une colonne vertébrale. Moi, je ne crois pas aux carapaces. En tout cas, elles sont en partie nécessaires, et il y a tout un tas de réflexions sur des dispositifs réglementaires, statutaires, etc., qui permettent de limiter
limiter l'activisme. Mais je crois qu'au fond, le vrai sujet, c'est de savoir à quoi sert l'entreprise. C'est-à-dire, au fond, est-ce que les activistes servent leur propre intérêt, comme, il faut être clair, nous le faisons tous, forcément, mais est-ce que nous servons aussi l'intérêt de l'entreprise ? En France, on a la chance d'avoir la notion d'intérêt social de l'entreprise, une personnalité morale, et on a la chance, depuis 2 ans, avec la loi Pacte, d'avoir beaucoup mieux que ça. Et les débats de ce matin, avec Jean-Dominique Sénard, Antoine Frérot et d'autres, ont montré l'attrait que représentaient ces nouvelles dispositions, parce que la colonne vertébrale d'une action collective, c'est son sens. Quel sens a l'entreprise? Quel sens a l'économie? Quel rôle? Quelle mission? On peut le faire comme on veut, ça peut être une raison d'être, une mission, des objectifs dans les statuts, chacun trouve son réglage. Mais c'est fondamentalement ça. Et une fois qu'on a ce cap, cette direction, on peut discuter avec des activistes de savoir si ce qu'ils proposent construit ce chemin ou ne le construit pas. On peut ne pas être d'accord sur le chemin, mais au moins la direction est fixée. Et je trouve qu'il faut vraiment construire ça et continuer à construire ça comme un des points fondamentaux de l'ADN de l'économie européenne, et en tout cas en ce moment en France, mais au-delà de la France, il y a d'autres pays qui y réfléchissent, mais je pense vraiment que la France a un rôle de leadership qu'elle a joué et qu'il faut continuer à jouer en Europe là-dessus. Ce sont de longs préambules, rassurez-vous, les conclusions vont être courtes. Je vous invite à regarder ce qui se passe chez Exxon depuis 2 jours, d'ailleurs depuis des mois. Exxon, entreprise qui, avec 500 milliards de dollars de capitalisation, il y a une dizaine d'années, était la plus grande capitalisation boursière de la planète, et qui se retrouve aujourd'hui en prise, quand je dis aujourd'hui, c'était hier, à son Assemblée Générale, en prise avec des activistes sérieux, eux, qui ont 0,02% du capital, et qui ont réussi à faire élire hier 2 représentants au Conseil. Ils en demandaient 4, ils en auront peut-être un 3e, après même que Exxon ait fait monter à son Conseil des activistes qui ont voulu contribuer à la demande du Conseil d'Exxon à disrupter ce Conseil avec une stratégie qui est simple. Exxon est totalement absente des sujets ESG en matière, en particulier d'environnement, n'a pas de feuille de route 2050 de neutralité, contrairement à la plupart de ses pairs dans l'industrie. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'une toute petite fraction d'actionnaires est en train d'obtenir un changement massif de ce point de vue-là, à tel point qu'ils l'ont fait avec BlackRock, Vanguard, State Street, en faisant basculer ces 3 grands fonds de leur côté. Donc, ce sujet, c'est un sujet qui est d'aujourd'hui, et c'est un sujet qui est véritablement, comme le disait Marie Guillemot tout à l'heure, un sujet de stratégie et de gouvernance de l'entreprise. Parce qu'au fond, on se retrouve dans une situation où, ça a été dit, les salariés poussent. Et les salariés sont désormais dans des logiques qui sont d'ailleurs parfois des logiques de coalition. Regardez les collectifs de salariés qui se montent dans le monde entier. Pour des talents qui sont rares et pour des talents qui statistiquement seront les dirigeants de ces entreprises demain, d'une façon ou d'une autre, ou après-demain. Donc on est dans un phénomène où ça pousse en dessous, ou au-dessus, comme on veut. Et puis ça pousse aussi au niveau des actionnaires, parce qu'aujourd'hui, l'ESG, ça peut être de la com, et évidemment ça ne peut pas être que ça, mais il y a de la com. Demain, il y aura des métriques. C'est la grande bataille des métriques ESG qui se joue entre l'Europe, les États-Unis, et j'espère une convergence entre les deux dans les 6 mois qui viennent, avec une législation qui s'imposera en Europe en 2023 sur les comptes des entreprises pour rendre compte de façon extra-financière et financière des impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce jour-là, ça veut dire que les gestionnaires de portefeuilles, de fonds, et les managers pourront avoir les mêmes incentives, les mêmes objectifs. Il restera qui au milieu? Il restera le conseil. Donc l'urgence, et pas seulement chez Danone, c'est la réforme des conseils. La réforme de ces conseils qui sont issus de gouvernances qui sont du passé, qui travaillent chacune du mieux qu'ils le peuvent d'ailleurs, à se désincarcérer de nouveau et à s'adapter à ces dynamiques qui sont très rapides, mais pour lesquelles il est absolument fondamental de les équiper. Et de nouveau, pas en leur mettant des carapaces, en formant des conseils qui soient plus divers, qui soient plus représentatifs de l'ensemble de ces parties prenantes, plus d'ailleurs des actionnaires. Il y a très peu, en France et en Europe, finalement, de conseils dans lesquels il y a des représentants des actionnaires. On parle beaucoup d'indépendants, mais des actionnaires, il y en a peu. Il y a beaucoup trop peu de représentants des salariés. C'est une évidence. On connaît d'autres modèles dans lesquels ça fonctionne très bien. Et pas forcément d'ailleurs sous les formes habituelles. Chez Danone, on a essayé un programme, on a mis en place un programme qui s'appelle « Une personne, une voix, une action », qui a balbutié, qui est sûrement très très perfectible, mais qui montre aussi l'envie de toutes ces parties prenantes
d'auto-déterminer le sens de leur propre travail. Et c'est une reconnaissance dont je crois les conseils doivent prendre compte de façon urgente. Voilà, donc merci de m'avoir invité. Je pense vraiment qu'en effet, l'activisme en matière d'inclusion et de RSE est fondamental. Ça ne bougera pas sans activisme. Je l'ai été d'une certaine façon quand j'étais CEO, avec le soutien de plein de gens que je remercie ici. Je pense vraiment qu'il y a besoin d'exemples comme cela aussi pour faire bouger les choses. Et donc, voilà, bon courage, bonne route à tous et à toutes. Merci.